La santé sexuelle, ça inclut pas juste le dépistage des ITSS. Être en bonne santé sexuellement, c'est se trouver dans un état de bien-être physique, mental et social en lien avec la sexualité. Donc, prendre soin de sa santé sexuelle, ça peut se faire de plusieurs façons, entre autres avec Floravie. Floravie, c'est une entreprise canadienne dédiée à la santé sexuelle qui propose des produits pour tout le monde, peu importe votre genre. Elle offre une gamme de lubrifiants, nettoyants et produits pour le bien-être intime qui sont de très grande qualité et hypoallergéniques. En plus, Floravie conçoit tout ça en collaboration avec des professionnels de la santé. Retrouvez leurs produits dans les grandes pharmacies du Québec et dans les supermarchés Avril. Floravie, fier partenaire de Contre toute attente. L'étonnement. La surprise. Un sentiment créé par la compréhension que le déroulement des choses n'est pas celui qu'on avait prévu. Comme le fait de trouver une tomate dans le jardin qui est devenue beaucoup plus grosse que ce à quoi on s'attendait. Un vêtement qui sort trop petit de la sécheuse alors qu'il n'était pas écrit « séché à plat » sur l'étiquette. Ou quand le surprise que nos proches nous ont organisé fonctionne, puis qu'on est vraiment surpris en voyant tous ces visages familiers décorés de petits chapeaux en carton en poussant la porte du Barbies. L'étonnement peut être inoffensif, attendrissant, un peu frustrant des fois. Il peut aussi être violent. Ouais, ça arrive. L'étonnement, des fois, c'est une chaudière d'eau glacée que tu reçois en pleine face. Dans ce temps-là, ça se passe relativement vite. L'eau te dégouline sur les joues alors que tu prends conscience de ce que t'anticipais par rapport à la situation. Les gouttes frettes te roulent dans le cou pendant que tu questionnes le caractère réaliste de ce à quoi tu t'attendais. Des bouts de vêtements mouillés se collent à ta peau, puis t'essaies de comprendre comment t'en es arrivé à ce raisonnement-là. Est-ce que t'as mal compris, mal perçu quelque chose? Il me semble que tout le monde avait l'air de voir ça de la même manière que toi. Il me semble que c'est comme ça que tout le monde a des relations sexuelles. Vous écoutez Contre toute attente, épisode 1, prise de conscience. Contente de te voir. Oui, moi aussi. Rose. Hey, c'est vraiment un nice coin pour vrai. Oui. T'es juste à côté du régime. Bienvenue dans le tout nouvel appart de mon ami Raphaël. Raph, c'est la dernière enfant de sa famille. Elle a 3 grands frères. Fait qu'on a beaucoup pris soin d'elle quand elle était petite. Mais ça n'empêche pas qu'elle sait comment prendre soin des autres. Regarde tes souliers. Ah oui? OK. On s'est rencontrés il y a quelques années grâce à une amie commune qui savait qu'on avait un parcours similaire par rapport à notre intimité. Raph, c'est une des personnes qui m'a gentiment pitché un peu d'eau d'en face au fil des années et de nos discussions sur la sexualité. J'ai emmené du popcorn parce que j'ai su que t'aimais ça. Que je t'adore. T'es tellement d'adon. Quelque chose. T'es trop fine. J'étais comme, j'ai demandé, est-ce qu'elle aime... Un truc que je trouve vraiment intéressant, puis qui m'est arrivé souvent depuis que je suis célibataire, puis que j'ai eu des relations sexuelles de façon un peu plus ponctuelle et éphémère, c'est au niveau du langage. Puis
C'est arrivé pas plus tard qu'hier, que cette nuit. OK. En plein pendant une relation sexuelle. Moi, je considérais que la relation sexuelle avait clairement été entamée. Ouais, la machine roulait déjà. Oui. Puis, c'est ça. Même une personne qui, je crois, est sensible à ce genre d'enjeu m'a demandé, ou m'a dit plutôt, j'ai envie qu'on baise. Puis, moi, ma réaction, ça me fait tellement rire quand ça arrive. Puis, j'ai juste dit, ben, c'est pas ça qu'on est en train de faire. Puis là, il s'est repris tout de suite, il a dit genre, excuse, est-ce que j'aurais envie genre de te pénétrer? Cette personne-là dont Raph parle, j'imagine que ça aurait pu être n'importe qui. Dans le sens que me semble que c'est assez courant d'associer baiser à pénétrer. Personnellement, si, mettons, j'entends les mots « deux personnes qui font l'amour », je vais penser automatiquement que ces deux personnes-là, c'est une femme et un homme, et que l'action qu'ils font là, très précisément, c'est une pénétration. Une pénétration vaginale par un pénis. C'est full hétéronormatif comme pensée. Mais c'est quand même là où mon cerveau m'amène. Fait que je pense que même si la plupart du temps, dans ces situations-là, je prends pas le temps d'expliquer mon bagage, mais ça, c'est vraiment la limite que je suis pas capable de franchir parce que les mots sont comme trop importants pour moi par rapport à ça, parce que je me suis longtemps sentie invalidée dans mon expérience parce que je ne fourrais pas. Ça, c'était ça. Est-ce que là, comme j'ai l'impression que tu mets de l'emphase là-dessus, fait que c'était le terme, pas qui te définissait, là, mais tu sais, c'est ça. Je sais pas comment dire ça. Genre. Ben, c'est juste. Quand j'ai commencé à avoir mes premières expériences sexuelles, je ne pouvais pas pratiquer la pénétration. Je pouvais pas aller au bout de ma sexualité et d'un rapport sexuel parce que physiquement, mon corps rejetait ce. Oui, ça se peut. Une personne qui est pas capable de faire rentrer quelque chose dans son vagin, même si elle veut que ça rentre. Cette personne-là pourrait avoir un trouble lié à la douleur génitopelvienne et à la pénétration. Comme Raph et moi pendant les premières années de nos vies sexuelles. C'est un très long terme qui regroupe en gros différents symptômes physiques et psychologiques. Premièrement, c'est un trouble qui concerne les personnes qui ont un vagin, donc en majorité des femmes. Les personnes qui vivent avec ce trouble-là peuvent être anxieuses à l'idée d'avoir des relations sexuelles tout court, mais surtout à l'idée d'avoir des relations sexuelles avec pénétration. Des fois, les muscles de leur plancher pelvien vont se contracter sans même qu'elles en aient conscience pendant ou avant une pénétration vaginale. Dans certains cas, les muscles vont tellement se contracter que ça bloque littéralement l'entrée du vagin. Et s'il y a quand même pénétration, ça causera souvent de la douleur. Au Canada, 1 personne sur 5 serait atteinte de ce trouble-là. Pour certaines personnes, la douleur ressentie pendant la pénétration peut être insupportable. Pour d'autres, ça peut être plus léger. Mais dans tous les cas, on se sent anormal d'avoir mal pendant une activité sexuelle qui est présentée comme étant plaisante par tout le monde autour de nous. Ça fait qu'on se pose un paquet de questions sur la sexualité. Tout le monde dit que c'est normal que ça fasse mal des fois, fait que ça doit être normal, mon affaire. Ah, peut-être qu'avec ce nouveau partenaire-là, ça fera pas mal. Mais tu sais, ça fait pas mal toutes les fois, fait que ça veut peut-être dire que je suis correct. Je suis tout seul pour qui c'est pas tant le fun, la pénétration. Raph et moi, on vit plus avec ce trouble-là aujourd'hui. Parce que oui, il existe des traitements, puis on peut en guérir. Ça peut se vivre à différents degrés, cette affaire-là. Puis personnellement, pendant les 5-6 années où je vivais avec le trouble, mon corps était pénétrable, mais cette pratique-là me causait assez souvent de la douleur, puis ça me procurait très, très peu de plaisir. Mais malgré ça, j'ai continué à avoir des rapports sexuels pénétratifs. Même que je les initiais souvent moi-même avec mes chums de l'époque. Avec le recul, ça sonne illogique. Mais je sais qu'il y avait des motivations, un but derrière ces choix-là. C'est juste que ça prend quelque chose de vraiment fort pour pousser quelqu'un à poser volontairement des gestes qui lui causent de la douleur. Je me dis qu'on peut pas être juste deux à avoir ressenti une espèce de pression à inclure à tout prix la pénétration dans nos vies sexuelles.
Puis je me demande quelle trace cette pression-là laisse sur nous, qu'on sera peut-être plus tard surpris de remarquer. Tu sais, si je me fiais au langage populaire et courant, ben je ne fourrais pas, même si j'étais active sexuellement, que j'avais des pratiques sexuelles, considérant que un pénis ne pouvait pas rentrer dans mon vagin, mais comme j'étais encore vierge, techniquement, tu sais. Fait que, tu sais, je me souviens le nombre de fois où j'étais dans... Tu sais, je participais à des discussions, genre, où on parlait de sexualité avec des amis et tout, puis que souvent, quand ils parlaient de fourrer, ben, ils faisaient référence à la pénétration. Puis avoir une relation sexuelle, c'était par rapport à la pénétration aussi. Puis je me sentais complètement invalidée dans mon expérience parce que j'avais l'impression que je découvrais ma sexualité moi aussi, mais juste d'une façon différente, qui était vraiment hors norme. Puis ça me faisait chier parce que j'avais pas l'impression que mon expérience était comme... que les gens considéraient mon expérience comme en étant une sexuelle. Juste parce qu'il y avait pas de pénétration. J'étais tellement jeune, puis déjà, à cet âge-là, j'avais compris ce standard-là de l'injonction à la pénétration. C'était pas la première fois qu'on me présentait ces termes-là. Injonction à la pénétration. J'avais déjà lu ça dans une publication Instagram sur le compte de la sexologue et autrice Myriam Daguzan-Bernier. Vraiment une question super simple pour commencer, ou peut-être, en tout cas, à toi de me dire si tu trouves que c'est une question simple, mais j'aimerais ça que tu m'expliques dans tes mots, c'est quoi l'injonction à la pénétration? OK. C'est plusieurs choses, mais l'injonction à la pénétration, pour moi, c'était cette idée qu'on est dans une société très hétéronormative et très cisnormative qui s'attend à ce que les couples et la sexualité soient formés entre deux personnes, soit un homme, une femme, qui doivent faire une relation sexuelle complète, entre guillemets, qui constitue un pénis dans un vagin. Ça, c'est comme l'espèce de norme qui a été établie, comme de quoi la pénétration par un pénis dans un vagin doit être ce qui représente la sexualité normative. Et l'injonction à la pénétration, c'est le fait qu'on a tellement inculqué cette idée-là, c'est tellement ancré dans nos mœurs, dans notre culture, que il y a on sent ce poids-là et cette obligation-là de dire « OK, c'est pas une sexualité complète s'il n'y a pas une pénétration, fait que ça doit être comme ça. » Fait que pour moi, c'est ça, l'injonction à la pénétration. Est-ce que l'injonction à la pénétration, c'est quelque chose qui est plus restrictif pour un genre ou une orientation sexuelle? Mais je pense que, tu sais, c'est sûr que dans ma tête, il me vient rapidement comme les personnes hétéros, tu sais, hommes-femmes qui se disent hommes-femmes, mettons cisgenre. Cisgenre, qui concerne une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Mais tu sais, en même temps, comme ça découle sur tellement d'autres types de sexualité, j'aurais tendance à dire que je pense que ça nuit à pas mal tout le monde. Il y a aussi une injonction à la pénétration, par exemple, chez les hommes gays. Tu sais, un homme gay, pour plusieurs personnes, c'est comme « Ah, un homme gay aime la pénétration anale et ça marche de même leur sexualité. » Alors que la sexualité homosexuelle entre deux hommes peut être mille et une choses aussi. Mettons, deux femmes lesbiennes, c'est comme, il n'y a pas de pénétration, fait que, OK, ils font pas vraiment l'amour, ils font pas vraiment de sexe. Ben non, c'est ridicule, tu sais. Mais cette injonction à la pénétration, comme on a l'impression que c'est tout le temps l'affaire qu'il faut faire, ben ça efface toutes les autres possibilités. Tu sais, on utilise le mot injonction, c'est quand même un peu un mot qui est fort, je trouve, des fois.
Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un, mettons, qui te dirait, ben non, on n'est pas obligé, c'est pas une injonction. Pourquoi tu dis injonction? Ben, je comprends d'où vient ce commentaire-là. Puis oui, c'est sûr que ça a un impact quand on le dit. Tu sais, une injonction, c'est une obligation. C'est comme, tu dois faire ceci, mais ça reste que si on décortique moindrement, ben les normes, c'est un peu ça que ça dit. C'est tu dois faire ceci pour rentrer dans les normes. Fait qu'agis en conséquence. Tu sais, c'est pas au même niveau que les gens qui sont comme oh mon Dieu, la culture du viol, ça a pas de bon sens. Ben c'est juste que quand tu décortiques, je veux dire, une culture, c'est une façon de penser, c'est une façon de réfléchir les choses. Et on a des comportements qui encouragent les violences sexuelles et entre autres le viol. Donc culture du viol, oui, ça a du sens de dire ça. Je sais pour l'avoir déjà dit qu'il y a des gens qui étaient comme, ben là, mon Dieu, l'injonction, ça a-tu pas d'allure? Mais ça reste quand même que, juste en clinique, juste dans mes expertises auprès de ma clientèle et tout ça, je le vois qu'il y a une injonction à la pénétration, puis que le mot est pas si fort parce que quand il y a une impossibilité, mettons, d'un client homme ou d'une personne qui a un pénis, de performer cette pénétration-là dans un couple, ça questionne la masculinité, ça questionne la capacité à donner du plaisir à sa partenaire, par exemple, si on y va hétérocentré, ça crée de la détresse, ça crée de la souffrance, il y a des impacts. Tu sais, ça peut arriver que j'ai quelqu'un, mettons, qui va me dire genre, j'ai pas tant de désir, je me sens pas tout là-dedans, mais je le fais pareil parce que c'est ce qu'on attend de moi. Je trouve que collectivement, on associe beaucoup sexualité à « c'est dans notre nature ». Puis ce que Myriam semble dire, c'est que si on peut pas ou on veut pas pratiquer la pénétration, on se sent comme si on échouait à faire ce qu'il y a de plus simple, de plus normal, de plus instinctif en nous. Mettons qu'on n'associe plus le mot menstruation au mot sale, douleur, honte. Mettons qu'on reconnaît que le cycle menstruel fait rien de moins que créer la vie. Que ce cycle-là est non seulement naturel parce qu'il est vécu par la moitié des personnes sur Terre, mais aussi parce qu'il est vraiment hot. Ben c'est comme ça que Mme Levary propose de voir les choses. Avec ses culottes menstruelles et les nombreux outils qu'elle propose, elle permet aux personnes menstruées de vivre des menstruations saines, positives et dans la dignité. Leurs culottes sont certifiées sans PFAS et sont vendues sans taxe au Canada. Mme Levary outille les personnes menstruées en les aidant à mieux comprendre les cycles de leur corps. Parce que savoir, c'est pouvoir. Retrouve leurs produits en ligne et dans des points de vente partenaires. Apparemment, le match sexualité et instinct naturel, ça nous viendrait de courants de pensée biologiques qui, à notre époque, sont souvent associés au nom de ce très connu neurologue autrichien Sigmund Freud. Il est connu pour être le père de la psychanalyse, donc l'étude des processus psychiques profonds, l'inconscient. Sa parole avait pas mal de poids au début du 19e siècle, mettons. Par rapport à la sexualité, lui disait en gros que c'est la nature qui a décidé de ce qui excite les humains. Donc, les êtres sociaux répondent simplement à cette nature-là en ayant des rapports sexuels. Mais pas n'importe quel rapport sexuel. Le sexe anal, le sexe oral, la masturbation, l'orgasme qui provient du clitoris, par exemple, tout ça, c'était considéré par Freud comme des pratiques perverses, immatures. Au final, pour Freud, on devient un être sexuellement accompli quand le centre de nos motivations sexuelles, c'est de se reproduire et non d'avoir du plaisir. Et ça, c'est naturel. Fait que ça viendrait en partie de là, le sentiment qu'on a aussi peu de pouvoir décisionnel sur notre sexualité. Parce que tout ça serait écrit d'avance. Fait qu'on s'arrête là. La sexualité, on pourrait dire que c'est quelque chose de naturel, et ça l'est. Ça fait, l'excitation sexuelle est quelque chose qui est propre à l'espèce humaine. Les animaux non humains peuvent être aussi excités sexuellement, mais voilà, l'excitation sexuelle est quelque chose de naturel et c'est une réaction biologique. Mais
tout ce qui entoure la sexualité. Pourquoi on est excité par telle chose plutôt que par telle chose? Je m'appelle Félix Dussault, je suis doctorant en sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Je vais prendre un exemple qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais la lingerie. Pourquoi, en tant qu'homme, je vais être excité à voir un porte-jartel? Pourquoi? Je veux dire, c'est juste quelques bouts de tissu, certes, qui cachent un petit peu, mais qui laissent apparaître la chair, etc. Là, on touche à la sexualité et l'intime et sociologique, parce que va y avoir une production d'images, de références culturelles, symboliques, etc., qui va associer le porte-jartel, par exemple, ou la lingerie, à un stimuli sexuel. Si je voyais dans la rue quelqu'un en porte-jartel, je serais surpris. Mais je me dirais, tout de suite, mon cerveau l'associerait à de la sexualité, à de l'intime, à quelque chose d'excitant. Et donc ça, c'est pas du biologique, c'est une construction sociale, historique. Par exemple, l'origine du monde de Courbet. Ce fameux tableau du 19e siècle, on voit, en fait, c'est un sexe de femme allongé qui a fait scandale à son époque. Aujourd'hui, on considère que c'est de l'art. À l'époque, on considérait ça comme obscène. Donc, pourquoi? Si la sexualité était purement biologique, on devrait se dire, c'est un sexe, on doit être spontanément excité. Or, on le voit, chacun, chacune, toutes et toutes, que nous ne sommes pas excités par les mêmes choses. Des images, des sons, des odeurs vont exciter certaines personnes et pas d'autres. Donc, la sexualité, elle est socialement construite. Quand on parle de conception de la sexualité basée sur des constructions sociales, on parle apparemment de script sexuel. C'est 2 sociologues américains qui ont développé ce concept-là dans les années 70. En gros, le concept des scripts sexuels, c'est de dire qu'on comprend, on fait et on s'imagine la sexualité en fonction de motivations personnelles, mais aussi en fonction de ce qu'on observe dans le groupe social dans lequel on évolue. Il y a 3 formes de scénarios, de scripts de la sexualité. Il y a les scripts intrapsychiques, où là, c'est tout notre développement psycho-affectif, psycho-relationnel, etc., qui vont nous faire voir la sexualité d'une certaine façon. Ça va être des rencontres qu'on a eues avec certaines personnes, ça va être des événements marquants, on pourrait dire traumatiques, mais pas forcément négatifs. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi très positif, neutre. Bref, tout notre développement psychologique va nous faire voir la sexualité. Ça, c'est sexuel, ça l'est pas, ça m'excite, ça m'excite pas. Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose pendant un rapport sexuel que vous avez trouvé vraiment le fun puis que vous avez eu envie de reproduire après? Script intrapsychique. Le cerveau associe maintenant cette chose-là à du plaisir. Il y a les scripts interpersonnels. Et là, ça va être le comment physiquement on se comporte. Et on ne va pas bouger de la même manière quand on est dans une interaction qu'on perçoit comme sexuelle d'une interaction qui n'est pas considérée comme sexuelle. Ça va être, par exemple, les adolescents, quand ils se séduisent, ils se rapprochent doucement, ils sont sur un banc ou sur une chaise, ils se rapprochent, ils vont, alors on touche du petit doigt la main de l'autre, on se caresse la main. Voilà, ça nous paraît naturel, mais non, c'est très codifié. Une personne qui ne respecterait pas un langage corporel bien particulier ne serait pas... ne plaît pas, ou on trouverait ça, on va dire, c'est bizarre. Mm-hmm. Et puis, c'est là aussi ce qui va influencer notre rapport à la sexualité, c'est les scripts culturels. Et alors là, ça va être les films qu'on a vus, les livres qu'on a lus, les séries télévisées, la presse, les romans, tout ça, et puis les lois aussi, les lois d'un pays, tout notre environnement proche et constant, ce qu'on appelle la socialisation, tout comment on se construit pendant l'enfance, l'adolescence et puis après l'âge adulte, tout ça va former ce qu'on appelle les scripts culturels. Vous avez 8 ans et vous écoutez un film qui passe à la télé. Dans une des scènes, il y a un homme et une femme qui entrent dans une pièce comme une tornade. Ils ont l'air d'être à la merci d'une force très, très puissante. Ils s'embrassent avec beaucoup d'énergie, ils se plaquent contre les murs, ils déchirent presque leurs vêtements, ils respirent super fort.
un de vos parents vous a pas laissé voir la suite cette fois-ci, mais vous allez revoir ce scénario-là dans votre paysage culturel encore et encore au fil des années. Parce que, apparemment, c'est une des façons socialement acceptables de démontrer qu'on est excité sexuellement. Puis c'est quand même drôle de constater que les normes sociales autour de la sexualité ont changé à travers le temps. L'historienne spécialiste de la sexualité et du genre dans le monde antique, Sandra Buringer, nous apprend que pendant l'Antiquité, embrasser sur la bouche de façon sensuelle, c'était considéré comme la pratique, le geste le plus érotique pour les Romains. On voyait aussi le sexe oral comme quelque chose de dégradant parce qu'il souillait l'organe politique des personnes, c'est-à-dire la bouche, donc la voix. Et à cette époque-là, avoir un gros pénis, pouvoir conserver son érection longtemps, c'était considéré comme laid. C'était mal vu. Qu'est-ce qui fait que les scripts sexuels sont parfois utiles et parfois restrictifs? Ça dépend ce que les individus veulent en faire. Ça peut être utile parce que ça nous donne un mode d'emploi. Ça nous donne un code de conduite. Il y a un sociologue canado-états-unien, Erving Goffman, qui a montré que les interactions sociales étaient extrêmement codifiées et que le monde était une pièce de théâtre et qu'on jouait notre rôle dans une pièce de théâtre géante et qu'un être humain déteste perdre la face. C'est-à-dire qu'on n'aime pas ne pas savoir comment réagir à une situation, à une interaction donnée, etc. Si on me dit la sexualité, c'est comme ça, dans telle étape, tu es un homme, tu dois agir comme ça, tu es une femme, tu dois agir comme ça, c'est clair. C'est un avantage. Savoir comment agir, c'est très rassurant. Surtout quand on sait la pauvreté des cours d'éducation à la sexualité et à l'intime. Il faut bien quelque chose un peu de commun, parce que sinon, comment on fait? On ne peut pas vivre en société si on n'a pas de règles. Il y a toujours des normes dans une société. Les normes peuvent être plus ou moins souples, plus ou moins importantes. Et ça, c'est très bien que les gens puissent aient un choix d'action le plus grand possible. Mais il faut quand même des règles communes. Mais on perçoit tout de suite le côté restrictif de la chose. Ces normes-là, ces cadres-là peuvent être très restrictifs parce que, pour certaines personnes, si on s'éloigne de ce cadre-là, parce qu'on les refuse, parce qu'on ne se reconnaît pas là-dedans, on peut être très vite stigmatisé, on peut être très vite moqué, on peut être très vite mis de côté ou dire « tu es bizarre ». Nos parcours sont singuliers et on va avoir, c'est pour ça qu'il y a les scripts intrapsychiques, c'est notre développement individuel, mais le contexte va fortement influencer ça. Voilà, aujourd'hui, on est dans une période où les mouvements féministes vont avoir critiqué justement le déroulement, par exemple, d'une interaction sexuelle. Beaucoup de gens voient encore la sexualité comme préliminaire, pénétration, éjaculation masculine, fin du rapport. Avec de plus en plus de discours, on commence à dire non, ça n'a pas forcément à se passer comme ça. Là, le contexte va influencer le script. Et c'est de part des expériences singulières, mais aussi des mouvements politiques, donc scripts culturels qui vont commencer à se diffuser via les réseaux sociaux, etc., que les gens vont commencer à remettre en question ça, à se dire « Ah, mais en fait, la sexualité, c'est plus complexe que ça, c'est pas juste de la pénétration, c'est autre chose. » Donc le contexte influence énormément les scripts. Mais encore une fois, il y a aussi les trajectoires individuelles. Et qui, ça s'inter-influence. Je réinventerai pas la roue avec ce documentaire-là. Je partage une partie de ma trajectoire individuelle dans ces 4 petits épisodes qui vont peut-être trouver une place dans les scripts culturels d'autres personnes. Et ça peut se mêler ou pas à d'autres trajectoires individuelles. C'est tout. C'est vraiment juste ça. Je pense aussi que j'ai réalisé que je tirais un certain plaisir à la pénétration au final, mais que c'est super rare que je vais avoir un orgasme avec cette pratique-là. Mais en sachant que comme c'est rare que ça va me mener à un orgasme, je trouve ça complètement absurde que souvent ça soit la finalité de ma relation sexuelle.
comme j'ai pas un partenaire ou une partenaire régulière en ce moment. Fait que j'expérimente des one night ou des trucs plus éphémères, chose que je n'expérimentais pas avant. Puis j'en arrive au constat que malgré mon bagage, que malgré ça, malgré tout ce bagage-là, puis les démarches que j'ai faites pour comme essayer de déconstruire justement cette injonction à la pénétration, puis de comprendre, de découvrir mon corps, puis de découvrir qu'est-ce qui me faisait plaisir à l'extérieur de la pénétration. Mais je réalise que malgré tout ça, l'injonction à la pénétration est complètement ancrée à l'intérieur de moi, dans le script sexuel que j'ai appris depuis que je suis jeune. Fait que quand je me retrouve dans un contexte où je rencontre des gens, puis que j'ai pas nécessairement l'espace pour comme tout expliquer, genre d'où je viens, ce par quoi j'ai passé, ben j'en viens à mettre moi aussi au centre de la pénétration, dans l'espoir de plaire. Puis c'est fou parce que j'aurais jamais pensé accorder une place centrale à ça en sachant que comme c'était juste impossible pour moi. Mais je pense que clairement mon bagage m'aide à avoir cette réflexion-là. Mais là, de l'appliquer, c'est une autre paire de manches. Dans le prochain épisode de Contre toute attente. Fait que c'est pas le partenaire qui est en train de commettre un acte de violence. C'est pas comme ça. On est ailleurs. On est dans une forme de violence systémique, une violence culturelle, une violence cachée. Puis là, ça peut avoir l'air ésotérique, tout ça, mais c'est très, très concret au sens où le lien neuromusculaire peut se perdre avec le temps. Avec le temps, j'ai compris que c'était plus complexe que ça. C'était pas nécessairement moi qui avait un problème. C'était plus mon éducation puis ma perception de moi. J'allais vers des scripts dans lesquels je jouais juste pas le bon rôle. J'avais pas rapport là-dedans.